Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers participants, chers et chères sportives et chers enthousiastes, j'allais dire, du sport, mais aussi de l'égalité hommes-femmes et des droits humains des femmes et des filles, et particulièrement en Afrique. Tout d'abord, merci de vous joindre à nous et d'être, j'allais dire, nombreuses et nombreux aujourd'hui pour la réflexion que nous allons mener ensemble sur effectivement le sport comme vecteur d'émancipation, d'autonomisation pour les femmes et les filles, mais surtout avec un angle au niveau communautaire et scolaire en Afrique. Autrement dit, comment mieux promouvoir le sport féminin en milieu scolaire et communautaire en Afrique. Je voulais tout d'abord, peut-être avant de débuter par quelques mots introductifs, vous souligner effectivement que le webinaire est donc enregistré. Donc, nous aurons toutes et toutes accès par la suite à la gravation. Les micros, je vous demanderai gentiment de effectivement les mettre en mute, et le public peut poser des questions dans le chat tout au long, je dirais, des différentes présentations et réflexions. Et nous aurons un moment à la fin du webinaire pour y répondre, les différents intervenants et panélistes. Comme je le soulignais, je me présente peut-être d'abord, je suis Florence Ras, la directrice régionale par intérim d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour ONU Femmes, effectivement, la question de la promotion du sport comme vecteur d'autonomisation des femmes se fait, je dirais, évidente et se fait sur tous les continents à travers une série de programmes phares que nous mettons en œuvre en partenariat avec de grandes organisations internationales telles que le Comité olympique international, la FIFA, bien d'autres, avec les médias. Et aujourd'hui, nous vous parlerons également de notre partenaire Women's Sports et Women's Sports Africa, mais également avec d'autres partenaires comme l'AFD, la Fondation Ecobank, public, privé. Outre les programmes, il s'agit effectivement d'un plaidoyer qui vise à faire avancer l'égalité des sexes et le leadership des femmes dans l'écosystème sportif. Nous travaillons sur cette question plus précisément en Afrique avec Women's Sports Africa. Bruno est avec nous aujourd'hui. Merci Bruno. Et nous organisons donc ensemble cette réflexion qui en réalité fait suite à une première table ronde que nous avons réalisé en mai 2021 de manière virtuelle. Nous étions encore en période de Covid, je dirais, conjointement, et qui a réuni plusieurs professionnels du sport, des parties prenantes institutionnelles également, sur les actions à prendre en Afrique pour surmonter les défis politiques, financiers, mais également les normes sociales qui empêchent les femmes et les filles de s'engager ou de se professionnaliser dans le sport. Le sport est un excellent vecteur de promotion de l'égalité genre, et l'ONU Femmes travaille sur plusieurs programmes où nous avons effectivement vu l'impact et les résultats que la pratique sportive peuvent avoir sur l'autonomisation des jeunes filles, sur leur confiance en elles, sur les stéréotypes genre, et permet en outre d'acquérir des valeurs telles que le travail d'équipe, l'autonomie, la résilience, la confiance en soi. Donc, toute une série de valeurs qui sont fondamentales également pour les jeunes filles et pour les femmes dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle et dans la vie publique. Maintenant, si nous regardons, je dirais, l'Afrique de manière peut-être plus détaillée et à la loupe, les obstacles que nous y trouvons à la pratique du sport par les filles et en milieu communautaire et scolaire plus spécifiquement, puisque c'est la thématique qui nous retrouve aujourd'hui, nous constatons que dès le plus jeune âge, les filles sur le continent font face à de nombreuses barrières qui limitent leur pratique sportive. Pour n'en citer que quelques-uns, et les différents intervenants auront, je dirais, le loisir de détailler non seulement les défis, mais comment les surmonter. Mais nous savons que les cadres institutionnels promeuvent encore insuffisamment l'égalité des sexes dans la pratique sportive et n'assurent pas nécessairement la protection des jeunes sportifs contre les violences sexistes. Je pense que nous avons toutes et tous vu ou connaissons effectivement des situations de violence, soit, je dirais, par manque de déontologie, soit parfois simplement
simplement par manque d'infrastructures adéquates, des vestiaires, je dirais des moments spécifiques pour les femmes et les filles qui les mettent davantage en situation de danger ou de vulnérabilité. Évidemment, le financement, je dirais, ou la carence structurelle de financement pour le secteur sportif sur le continent est une barrière importante, et les barrières économiques que les familles, souvent les familles les plus vulnérables, rencontrent également sont des limites puisqu'il faut payer les équipements, les adhésions et d'autres. Mais comme partout, comme sur d'autres continents, je dirais, on se retrouve au niveau de la communauté, mais au niveau également de la famille, confrontés à des stéréotypes genre qui découragent les filles à la pratique sportive, soit par des moqueries, soit par le manque de soutien de la famille, soit parce qu'elles doivent effectivement passer énormément de temps aux tâches domestiques, obligations familiales et autres. Ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où majoritairement encore, que ce soit au niveau loisir ou que ce soit au niveau professionnel, les garçons ou les hommes ont plus de facilité ou plus d'accès, je dirais, au sport, qu'il soit loisir ou professionnel ou de haut niveau. C'est donc effectivement pour ça que nous, je dirais, travaillons conjointement avec Women's Sports et Women's Sports Africa pour veiller à mettre tout d'abord peut-être en lumière quels sont ces défis, mais aussi quelles sont, je dirais, les solutions et les solutions que les différents intervenants vont pouvoir nous partager au niveau communautaire et scolaire, et comment, je dirais, éventuellement les répliquer, les institutionnaliser, les porter à d'autres échelles dans d'autres pays à travers le continent. Nous espérons donc effectivement que ce webinaire pourra mettre en lumière des bonnes pratiques, pourra nous inspirer, vous inspirer au niveau, je dirais, de l'intégration du sport dans l'offre éducative, dans le parcours d'apprentissage des jeunes sur le continent, et que nous ouvrirons là un débat qui ne se limite pas effectivement à ce webinaire, mais que nous aurons d'autres occasions et d'autres espaces pour continuer. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à notre partenaire Bruno pour Women's Sports Africa. Merci. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup Florence. Donc, je suis Bruno Lalonde, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, comme le soulignait Florence, nous, Women's Sport Africa, on a eu beaucoup de chance, et la chance surtout d'être au cœur d'une étude commanditée par l'AFD l'an passé, pilotée par PwC en partenariat avec l'IRIS. Et cette mission, c'est une mission qui a été conduite pendant 9 mois. Il s'agissait d'observer et d'étudier en profondeur 5 pays, Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, sous l'angle genre et sport, avec une vision liminaire pratico-pratique et ambitieuse en la matière, puisque très peu d'études existent en fait dans ce domaine. Alors, on a donc analysé en fait les freins socioculturels, économiques, institutionnels à la pratique du sport pour les femmes et pour les jeunes filles. Et puis, on a pu dégager, outre évidemment des particularismes propres à chacun des pays, on a dégagé 7 tendances générales à retenir que je vais vous partager. Alors, le détail de l'étude pays par pays, vous pourrez le retrouver dans la partie discussion du webinaire que l'on met à votre disposition dans un des numéros qui est paru de Women's Sport Africa. Alors, les 7 grands enseignements à retenir, ils sont simples. Le premier, les inégalités dans le secteur sportif, c'est une réalité universelle sur tous les pays observés. Et la charge familiale, elle en est une bonne illustration, en fait. Si le fait de s'occuper des enfants, c'est une contrainte sportive dans le monde entier, elle est encore plus forte, en fait, quand le nombre d'enfants moyen est évidemment plus élevé. Le deuxième enseignement, les données quantitatives, elles sont insuffisantes aujourd'hui, même si les choses, elles évoluent, à l'instar, par exemple, du Maroc, où le département des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports commence à consolider des datas des différentes fédérations pour des budgétisations sensibles au genre. Troisième point, qui est un point éminemment important, les violences que Florence évoquait tout à l'heure contre les femmes et les jeunes filles, elles restent encore un sujet qui est extrêmement tabou, malgré la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, et on peut s'en réjouir. Quatrième point, la féminisation dans la gouvernance du sport, elle est encore très faible. Il y a des mécanismes,
incitatifs ou contraignants d'ailleurs qui se développent pour assurer cette transformation. Il faut s'en réjouir aussi. Cinquième point, j'allais dire, je suis bien placé pour ça en tant que maman de Women's Sport Africa et de maman de Women's Sport en France, le rôle des médias dans la lutte contre les discriminations et les inégalités, elle est encore trop faible, même si on commence effectivement à voir émerger des rôles modèles pour une vision plus inclusive du sport. Sixième point d'importance également, les infrastructures, elles sont encore trop inadaptées et mal réparties sur le territoire pour les femmes et les jeunes filles. On observe d'ailleurs là aussi des dynamiques qui s'engagent, comme au Sénégal ou au Maroc, où la mise en conformité progressive des grandes infrastructures, elle s'engage en parallèle des infrastructures de proximité. Et puis enfin, le septième constat de cette étude, qui nous centre bien d'ailleurs sur les échanges d'aujourd'hui, les écoles du primaire à l'université, elles sont clairement un puissant vecteur de développement de la pratique sportive pour les femmes et les jeunes filles. La sensibilisation et l'éducation par le sport sont essentielles, car l'école, c'est le premier lieu en fait d'émancipation des filles et l'émergence finalement de générations inclusives et égalitaires. Alors, notre webinaire il va se dérouler en 2 temps. On va attaquer tout de suite avec nos experts la première partie. La première partie, elle est consacrée à l'offre en milieu scolaire et communautaire en Afrique, avec une question simple: quelles sont les voies possibles pour améliorer cette thématique? Et puis on va avoir un double regard, un regard institutionnel et puis un regard au niveau du terrain. Au niveau institutionnel, qui est éminemment important, finalement, quelle action un gouvernement peut mettre en place pour accompagner la mise en œuvre des cadres institutionnels sur le sport et sur le genre, en particulier en milieu scolaire et communautaire. Et donc, je vais donner la parole à Madame Anon Touré-Mariam, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui est directrice des sports de masse et du genre au ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Merci, vous m'entendez? Parfaitement bien, allez-y. D'accord. Je suis Mariam Touré-Anon, directeur des sports des masses et du genre, anciennement handballeuse. Donc, je suis dans mon domaine. Cet après-midi, je remercie ONU Femmes de m'avoir associée à ces webinaires pour parler du sport féminin, comment promouvoir le sport féminin en milieu scolaire et milieu communautaire. Ici, en Côte d'Ivoire, je parlerai des acquis. Et puis, mon intervention va se dérouler autour de 3 thématiques. D'abord, la politique de promotion du sport scolaire de 1960 à 1990. Et puis, la deuxième étape, la politique de sport, la relance de la politique de sport de 2000 à nos jours. Et puis, des actions concrètes sont menées par ma direction en termes de promotion du sport féminin. Il faut dire que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a plu au gouvernement de créer une structure qu'on appelle OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires, par décret 62-41 du 9 février 62, qui est une structure dont la mission est de faire la promotion du sport au secondaire, au supérieur. Donc, cette structure-là, dans ses missions, a mis un mécanisme en place pour faciliter la pratique du sport dans les établissements. Donc avec cette structure, on a eu la création d'établissements de filles, surtout le Grand Bayou, un établissement de filles appelé Lycée Jeunes Filles Boaké Grand Bayou. Et dans cet établissement, on avait un enseignement différencié sport et études.
Donc, on permettait aux jeunes filles de faire du sport, mais en même temps de suivre les cours en classe. Et il faut dire que ce moyen a permis d'avoir de grands athlètes dans les années 80. Dans les années 80, véritablement, on a eu de grands athlètes. Nous-mêmes, nous pouvons citer des hauts cadres de l'administration aujourd'hui. Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la directrice de l'ONF, Madame la directrice des fins de haut niveau, Madame la directrice, la secrétaire générale de la CAB, toutes ces femmes-là sont des fruits de lycée Jeune Fille Boaké dans les années 80. Et l'OASU également, dans ses compétitions, étant donné que l'école est le lieu privilégié de la pratique du sport en termes d'infrastructures et en termes d'enseignement de l'EPF. Donc, à ce niveau-là, dans les années 80 jusqu'à 90, réellement, il y avait une véritable politique de développement du sport et en général du sport féminin. Donc, c'est ce qui a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir de grandes sportives de 80 jusqu'à 90. Et à cette époque-là, il faut dire qu'il n'y avait pas trop de difficultés de déplacement, il n'y avait pas trop de fléaux. Donc, les jeunes filles s'adonnaient à cœur joie aux pratiques sportives à travers les compétitions OASU. Et les compétitions OASU étaient des creusets pour permettre, était un vivier qui permettait de détecter des talents. Et on a pu comme ça avoir des grandes championnes comme Nda Lucienne, ça c'est en athlétisme, Wamplou Marie, Téné Camara, c'est des grandes mémoires sportives. Ça c'est un sport individuel. En sport collectif, on avait l'équipe de Gamo Handball qui était basée dans un lycée de jeunes filles à Boaké, comme je l'ai dit. Au niveau du basket, on avait la FEC, l'Africa. Toutes ces jeunes filles pratiquaient du sport à l'école d'abord. Et du coup, elles avaient la possibilité de se retrouver après l'école pour continuer à cette pratique-là. Donc, ce qui leur a permis de devenir des grandes championnes. Et donc, l'OASU qui étant increusé à travers les compétitions, permettait à ces filles de pratiquer correctement. Donc, de 60 à 80, 90 par là, en Côte d'Ivoire, il y avait un véritable essor en termes de sport féminin. Parce qu'on a vu des grandes championnes sorties de l'école à travers la pratique du sport. De 90 à 2000, il y a eu à cause des troubles sociopolitiques, il y a eu une faiblesse dans la pratique. Donc, du coup, les jeunes filles, c'est partout, hein, de 90 à 2000, avec les crises que nous avons connues, la pratique était devenue de plus en plus moindre. Donc, les conséquences, la baisse de pratique chez les jeunes filles, la précarité, les fléaux que nous connaissons. Donc, on a eu une baisse de rendement. La deuxième étape dont nous parlerons, c'est la relance du sport scolaire de 2000 jusqu'à ce jour. Donc, d'abord, il faut retenir qu'en 2014, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une loi, la loi du sport, qui a permis d'adresser la problématique du développement du sport. Et quand on a fini avec la loi du sport, le ministère en charge du sport, à travers l'OASU, à travers le ministère en charge du sport, avec les ministères partenaires, a signé des arrêtés interministériels. Et ces arrêtés interministériels, c'est pour créer les modalités d'organisation, de fonctionnement des associations sportives d'enseignement. Donc, ce qui permettait déjà, ce qui a permis de prendre l'éducation physique et sportive depuis le primaire jusqu'au secondaire. Donc, ce cadre réglementaire a permis de relancer les activités sportives en l'OASU. Donc, ça a permis de créer des ligues d'abord avec cet arrêté interministériel. Donc, le ministère en charge des sports
ministère en charge de l'éducation nationale, ministère en charge de l'enseignement professionnel, ministère en charge des loisirs, ministère en charge de la jeunesse. Tous ces ministères ont mis ensemble leur synergie pour développer la pratique du sport dans différents secteurs. Donc, ça a permis de créer des ligues, des centres de formation. Et aujourd'hui, avec la création de ces centres de formation, on a pu détecter de nouveaux talents qui sont devenus des champions aujourd'hui. Nous parlerons de Talou, de Babiru, de Mireille Auré, qui sont des fruits de ces centres de formation. Donc, voilà la nouvelle politique qui permet de travailler ensemble de manière collégiale. À côté de ça également, nous avons le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui n'est pas resté en marge, dont la mission est l'autonomisation de la jeune fille et de la femme, a mis en place un mécanisme qui est la création des cellules genre dans les ministères sectoriels. Donc, les cellules genre dans les ministères sectoriels travaillent en fonction de leurs attributions. Donc, nous, au ministère des Sports, notre cellule genre travaille dans le cadre de la promotion du sport féminin. Comment promouvoir le sport féminin? Donc, dans ce cadre-là, le ministère où nous sommes met en place des stratégies pour amener les jeunes filles, amener les femmes à la pratique du sport, déjà en leur expliquant les bienfaits, comment le sport peut rendre une femme autonome, comment le sport peut épanouir la femme. Vraiment, c'est cette synergie d'action que nous faisons avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et par ricochet avec les autres ministères. Également, nous avons dit que l'éducation nationale, l'école étant le lieu privilégié de la formation, donc au niveau de l'éducation nationale également, depuis 2018, on a mis en place un plan de stratégie d'accélération de l'éducation de la jeune fille. Et ce plan aujourd'hui a donné ses résultats. Plus il y a de jeunes filles qui vont à l'école, plus la pratique de sport évolue. Donc, du coup, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a ce plan-là qui permet d'équilibrer la tendance entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Nous avons aujourd'hui des classes où les jeunes filles sont plus, le nombre soit il est le même ou il y a plus de jeunes filles dans les classes que des garçons. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a déjà 5 grands lycées filles. 5 grands lycées de jeunes filles. Il y a le lycée de Boaké, lycée jeunes filles de Boaké, lycée Sainte-Marie, lycée Mami Agua de Bincherville, lycée Mami Fété de Yamsoukro, lycée jeunes filles de Yopougon. Donc, déjà, on a fait lycée là où déjà ces lycées ne sont pas encore dans le système sport-études, mais ils se rapprochent dans la mesure où on a le lycée Sainte-Marie qui, en collaboration avec la Fédération de rugby, fait de l'initiation tous les jeudis après-midi. Donc déjà, ce lycée-là, en partenariat avec la Fédération de rugby, fait des séances d'initiation au rugby. Donc progressivement, les autres lycées sont en train de copier. Et puis, il y a un projet de création de 12 lycées filles. Tout ça, c'est pour permettre à l'égalité de chance, d'abord, permettre à un plus grand nombre de jeunes filles à aller à l'école et puis je crois, à pouvoir pratiquer le sport parce que l'école est le lieu privilégié de la pratique du sport en termes d'enseignement des pairs, comme je l'ai dit, et en termes de présence d'infrastructures. Donc, voilà un peu. En tout cas, pardonnez-moi de vous couper, mesdames. Ce qu'on peut observer, c'est que sur le plan institutionnel, on y reviendra tout à l'heure, je pense, dans les questions-réponses pour vous donner pour vous redonner la parole, je pense, pour le niveau institutionnel. C'est une longue et belle histoire sur la Côte d'Ivoire. Alors, peut-être qu'on peut passer tout de suite au niveau du terrain également, hein, avec une question qu'on se pose tous, c'est quelles pratiques inventives, en fait, les acteurs scolaires et communautaires peuvent mettre en place pour surmonter ces barrières qui sont hautes, hein, liées aux infrastructures et au financement. Et du coup, je voudrais bien donner la parole à Laurent Petrinca, hein, qui est président de l'International School Sport Federation, qu'on connaît bien, sur la réponse à ces pratiques inventives. Je pense qu'il a pas mal d'exemples à nous donner. D'accord.
Laurent, tu es avec nous? Alors, on a perdu Laurent, mais on va le reprendre juste après. Peut-être on va passer la parole du coup à Solange Mailini, qui est intervenante football en milieu scolaire et qui est chargée de la culture et sport scolaire au ministère de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Solange, c'est à vous. Alors, Solange est peut-être en train de parler avec Laurent. Ouais, vous m'entendez? Ça va? Oui, oui, Laurent, vas-y, tu peux y aller. Ah, C'est à toi. merci. J'étais en train de vous remercier tous les deux, ONU-FAM et Women's Sport, et de dire que à l'écoute de notre collègue de la Côte d'Ivoire, l'école, je pensais à une chose avant de parler de l'ISF, c'est que l'école porte une responsabilité extrêmement importante dans le sujet d'aujourd'hui, dans le sens où l'école, quels que soient les pays dans le monde, on va dire, et l'Afrique ne fait pas exception, touche la quasi-totalité de la jeunesse et évidemment, du coup, la totalité des filles et des futures femmes. Donc, l'école a une très grande responsabilité. J'ai envie de dire que cette responsabilité l'engage en fait à trouver les meilleures solutions pour pouvoir développer le sport à l'école, donc l'éducation physique et sportive. Et pour notre part, la collègue de la Côte d'Ivoire, Citel Ouassu, monter des ponts entre l'école et le milieu fédéral de façon à ce que les jeunes filles puissent pratiquer à côté de l'éducation physique et sportive, qui est un préalable, il faut qu'il y en ait partout, puissent pratiquer des rencontres et des compétitions entre les écoles, puis au niveau international. L'ISF, son travail, c'est d'organiser ces rencontres au niveau international. Quelques mots sur l'ISF, ensuite je dirai les actions concrètes qu'on a mises en place depuis quelques années sur ce sujet. Bon, l'ISF développe l'éducation par le sport et elle permet aux jeunes du monde entier de se rassembler autour d'un esprit d'égalité, de respect et de fair play, donc tous les enjeux d'aujourd'hui. Nous sommes la seule organisation internationale qui touche aujourd'hui 135 pays, dont 36 en Afrique, et qui organise la possibilité de concourir entre écoles, entre lycées, entre collèges au niveau international. Elle est donc experte en matière de sport scolaire depuis maintenant 1972, un peu plus de 50 ans, qui est le plus bel âge finalement. L'ISF, c'est un réseau donc mondial d'écoles et de fédérations. Les exemples sont nombreux. Au Maroc, c'est la Fédération royale marocaine. En Côte d'Ivoire, c'est l'OASU, l'Office ivoirienne commune au scolaire et à l'universitaire. Je pourrais citer chacun des pays à son organisation spécifique. J'insiste sur le diagnostic. Ce que nous savons, grâce aux rapports que vous citiez, des rapports de UN du problème de l'égalité des sexes dans le sport. D'abord que le sport est un facteur de santé extrêmement important et de qualité de vie. La participation à un sport n'est pas un but en soi, même si ce serait suffisant. Elle permet d'augmenter les facteurs liés à la santé et par la participation à un sport ou à une activité physique, c'est une myriade de maladies que l'on peut éviter. Pour les jeunes filles, bien sûr, le sport a une incidence positive pendant l'enfance, à des moments où justement les habitudes se prennent et donc l'activité sportive pendant l'enfance a une importance toute particulière. Au niveau social, évidemment, le sport développe l'esprit d'équipe, l'établissement d'objectifs, la poursuite de l'excellence et autant de skills, comme on dit, de compétences qui, si elles sont construites tôt, peuvent avoir une influence dans la vie d'adulte. Donc, en fait, par la participation active des filles au sport scolaire, à l'éducation physique, on contribue à une évolution positive à la fois du côté des femmes, mais surtout du côté du sport aussi, puisque par leurs idées, par leurs initiatives, elles peuvent transformer nos institutions. Et je dois dire que la collègue qui est directrice, je la cite 3 fois, mais la directrice des sports en OASU, c'est un des sujets qui nous pose problème, nous, au niveau des organisations, c'est d'avoir auprès de nous davantage de femmes aux responsabilités. À titre d'exemple, au comité exécutif de l'ISF, malgré les demandes que nous avons sur 25 candidats, sur 25 positions, nous avions seulement 2 candidates. Et évidemment, elles ont été élues avec le soutien le plus total de l'ensemble de la communauté.
Maintenant, j'en viens à ce que nous faisons, deux grands exemples de sport et puis un exemple sur l'ISF Academy. D'abord, en Afrique, aura lieu ces prochaines semaines, ces prochains mois, en juillet au Maroc, le plus grand tournoi de foot scolaire international, avec une cinquantaine de pays venus du monde entier. Ça sera à Rabat fin juillet. Nous avons la chance d'abord d'avoir 22 équipes féminines qui viennent de partout sur la planète et 420 jeunes filles qui viendront faire une compétition internationale. C'est un grand moment en fait de communication aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir ces jeunes filles qui participent permet de promouvoir les choses. En plus, à Rabat, au Maroc, un pays qui fait très attention à ces sujets d'égalité hommes-femmes. Ensuite, on a développé, nous, un programme d'aide. On dépense 200 000 euros. Alors, ce n'est pas beaucoup à l'échelle de tous nos enjeux, mais pour nous, c'est une somme extrêmement importante. On dépense 200 000 euros de programme d'aide. Je toque à la porte des financeurs extérieurs, puisque ça a été dit en introduction, les sponsors, de façon à permettre aux pays du sport scolaire de pouvoir voyager, s'inscrire aux compétitions, etc. Et cette année, nous avons décidé au niveau du comité exécutif d'aider le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger et le South Soudan, le Soudan Sud. Donc, vous voyez qu'on pousse aussi par le paiement direct des billets et de l'hospitalité différents pays. Et ces pays, on leur demande évidemment de venir avec des équipes filles comme des équipes garçons, ce qui est notre ADN. Et on a ces engagements-là au sein de l'ISF, c'est d'organiser des compétitions à égalité en termes de genre, c'est-à-dire qu'un pays, on lui demande de s'inscrire en garçon et en fille de façon à atteindre nos objectifs. Le deuxième exemple sportif, c'est She-Runs, une belle course spéciale pour les filles. C'est un événement qu'on a créé il y a quelques années. On a eu une édition à Paris, une édition à Bruxelles. Aujourd'hui, plusieurs pays africains se sont proposés d'organiser cette grande course féminine, qui n'est pas juste une grande course, mais qui est aussi une manière d'être active, mais de construire un parcours de filles dans le sport à travers des TED conférences, des talk conférences qu'on organise pendant cet événement, de la création de projets dans un esprit d'entreprise où les jeunes construisent des compétences et peuvent partager ensemble et revenir dans leur pays pour créer des associations ou créer des événements. Enfin, je finirai par l'ISF Academy. C'est un projet qui est issu du Covid et de quelques idées que nous avons eues pendant cette période. L'ISF Academy forme tous les professeurs dans le monde entier de différentes manières. D'abord dans nos événements. Vous verrez qu'à Rabat, il y aura une grande partie de formation des professeurs. Ensuite, online, on lance notre première formation en ligne, notamment pour l'Afrique, au mois de juin prochain. Et puis, des séminaires de formation organisés dans les pays. On a l'idée en ce moment de travailler au Cameroun sur une grande formation envers les professeurs d'éducation physique. Pourquoi la formation, et je conclurai là-dessus, pourquoi la formation est essentielle? C'est-à-dire que pour transformer l'école, c'était mon point de départ. Pour transformer l'école, il y a la notion de moyens. Il faut donner évidemment des moyens. Moi, je travaille beaucoup avec les gouvernements de façon à développer leur sport scolaire dans les pays. Je les pousse. Parfois, je les provoque un petit peu parce que ça les déstabilise quand on leur demande plus. Mais ce n'est pas le seul moyen, l'argent. Le grand moyen de transformer l'école, et vraiment, je parle par expérience dans l'ensemble des pays, c'est la formation des profs. On ne contraint pas un professeur à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et donc, s'il a envie, c'est que derrière lui, il a un background intellectuel qui lui donne l'énergie nécessaire. Donc, il n'y a que par la formation qu'on peut transformer l'activité humaine. Un professeur n'évoluera dans sa pratique que parce qu'il est convaincu et parce qu'il est formé. Donc, l'ISF Academy a une grande ambition, former les professeurs à travers les 3 piliers que j'ai décrits, et je suis certain que l'ISF Academy, pour nous, c'est un outil d'avenir qu'on met au service des pays, notamment en Afrique. Je suis tout à fait volontaire pour l'implanter dans tous les pays. On parle avec nos membres, nos 36 membres africains, de façon à aller beaucoup plus loin. Voilà en quelques mots, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur l'ISF aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Et cette thématique de la formation, elle est, je partage, déterminante. Et bravo pour tout ça. Alors, on a un petit souci de liaison avec Kinshasa, donc on va y revenir. Je vais envoyer le ballon de rugby à mon ami de Madagascar en attendant. Alors,
comment on fait pour mieux former les encadrants à des approches pédagogiques plus favorables à l'égalité des sexes et permettre le lien entre la pratique sportive et la problématique du genre, notamment pour favoriser en fait la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, on a la chance d'avoir avec nous Pierre Goni, qui est président de l'association Terre emmêlée à Madagascar et ailleurs. Donc, nous t'écoutons attentivement, mon cher Pierre. Merci Bruno, bonsoir à tous et à toutes. Merci infiniment pour cette invitation à participer à ce webinaire organisé par l'ONU Femmes. Petite précision, donc je ne suis pas président, mais fondateur et directeur de la coalition Terre emmêlée. Je tiens à préciser que c'est une coalition de 4 associations qui sont basées, donc 3 en Afrique et 1 en France, donc au Togo, au Burkina Faso, à Madagascar et donc en France. Et donc parmi ces 4 associations, nous avons 2 femmes qui sont présidentes. Donc c'était important de le souligner. Donc Terre emmêlée utilise le rugby comme un outil d'éducation en faveur de l'égalité des genres à Madagascar depuis 2014. Et effectivement, voilà, nous travaillons, notre cœur de métier, c'est la formation des enseignants et de la communauté éducative à l'utilisation d'une pédagogie participative et inclusive qui permet de chambouler un petit peu les méthodes qui méritent justement d'être mises en question, les méthodes pédagogiques, puisqu'on est à Madagascar sur des pédagogies qui sont assez descendantes, c'est-à-dire que l'enseignant a le savoir et l'enfant, l'enseignant va dispenser le savoir de façon descendante. Tout ça, aujourd'hui, il faut le revoir à travers le prisme justement de l'inclusion. Et donc, le cœur de métier de Terre emmêlée, c'est justement de créer une pédagogie participative. Donc, ça s'est concrétisé en 2019 à travers la création du brevet d'aptitude d'éducation au développement par le sport, qui est un projet que nous avons mené en partenariat avec l'ambassade de France à Madagascar, ainsi que 2 ministères, donc le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de l'Éducation nationale. Et nous nous sommes appuyés sur l'Académie nationale des sports, donc qui est l'organisme qui a en charge la formation des enseignants et professeurs de PS. Alors, par rapport à la question, comment mieux promouvoir le sport féminin en milieu scolaire et communautaire en Afrique, moi, je poserai une deuxième question, c'est comment utiliser le sport pour répondre à des problématiques auxquelles sont confrontées les filles et les jeunes femmes en Afrique. Et la première réponse qui nous semble être prioritaire, au vu du contexte malgache, c'est de lutter contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Effectivement, en fait, il y a de vrais enjeux sur cette thématique. Il y a 4 enjeux majeurs sur lesquels je vais m'attarder brièvement. Donc, la première, c'est de sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents à la question des violences basées sur leur genre et à leurs conséquences. En 2019, il y a eu une étude de l'UNICEF qui démontre que les établissements scolaires et les élèves qui ont bénéficié de programmes de prévention en la matière ont enregistré une diminution des signalements de violence et une augmentation de la confiance en soi. Donc, on peut s'appuyer sur cette étude aujourd'hui au niveau de la sensibilisation des élèves, des enseignants et des parents. Le deuxième point, qui est très important, et donc je reviens sur les propos de M. Petrinka, c'est de renforcer la capacité des enseignants et des acteurs éducatifs à travers la formation afin qu'ils puissent prévenir et répondre aux situations de violence. Donc, il y a besoin d'avoir des formations et des ressources pédagogiques pour qu'ils soient en capacité de gérer ces problématiques complexes. Le troisième point, c'est de renforcer la protection des victimes. Donc, elles ont besoin de soutien et d'assistance pour se relever des violences subies et poursuivre leur éducation. Ce service de soutien aux victimes, il n'est pas nécessairement de la compétence des organisations sportives ou d'éducation par le sport, d'où l'importance pour des acteurs comme nous, Terre emmêlée, de nouer des partenariats avec des acteurs du développement spécialisés sur ces thématiques et donc de pouvoir travailler de façon transversale autour de cette thématique en nouant des partenariats. Cela nous semble être le meilleur moyen de renforcer notre offre à destination des enseignants et des jeunes filles victimes de violences basées sur le genre. Et enfin, c'est promouvoir tout simplement l'égalité des genres et l'autonomisation des filles. Et pour ça, donc, il faut les encourager à poursuivre leurs études et le sport, notamment le sport scolaire, est une belle réponse. Malheureusement, c'est trop peu utilisé aujourd'hui. Il est important justement de faire des actions de plaidoirie et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers cette conférence. Et plus on fera donc ces actions de plaidoirie, plus on arrivera à convaincre les décideurs, les ministères et les bailleurs à pouvoir nous
nous soutenir dans cette thématique. Je tiens à souligner d'ailleurs l'engagement de l'AFD, très actif sur ces questions-là et qui nous accompagne aujourd'hui, Terre emmêlée à Madagascar, sur donc le dispositif Initiative OSC, ce qu'on va déposer dans pas longtemps. Donc, Terre emmêlée lance un projet donc, en 2023 à Madagascar qui va durer, on l'espère, 9 ans, soutenu par l'AFD, nous l'espérons également, qui vise à contribuer à la réduction des violences basées sur le genre au sein des établissements scolaires sur la Grande Île. Donc, pour ça, nous allons donc continuer, bien sûr, la formation des enseignants au BAEDS, donc ce brevet d'aptitude, et diffuser cette pédagogie sur le plan national. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis 2019, puisque nous avons aujourd'hui 166 enseignants, professeurs de PS qui ont déjà été formés. L'objectif, c'est de monter en charge sur ces questions-là. C'est la priorité, le renforcement de capacité et la formation des enseignants, mais également le déploiement d'une pédagogie inclusive au sein des établissements scolaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a formé les enseignants, il faut les accompagner à la mise en place de cycles d'éducation au développement par le sport en faveur de l'égalité des genres dans les établissements scolaires. Donc, pénétrer en fait les cursus scolaires à travers donc, ces contenus pédagogiques. L'axe 3, c'est la création de sections féminines de rugby scolaire dans lequel on va intégrer la sensibilisation et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, le fait de pouvoir initier les jeunes filles et les garçons dans une classe, ça permet de diffuser des messages, mais ensuite, on va proposer, donc, à travers ces sections de rugby féminines, de réunir les jeunes filles et d'aller plus loin en fait, dans l'approche et qu'elles puissent aussi se confier autour de ces violences basées sur le genre. Donc, c'est là où le partenariat avec des acteurs du développement, notamment spécialisés sur cette thématique, peut être vraiment vertueux. Ensuite, lorsque ces jeunes filles sont dans ces sections sportives, eh bien sûr, il faut qu'elles pratiquent régulièrement, qu'elles puissent participer à des compétitions, à des championnats. Et c'est ce que donc, nous avons fait en 2018 à travers la création du premier championnat national de rugby scolaire à Madagascar. C'est un projet qui a été soutenu par World Rugby, qui a gagné de nombreux prix, qui nous a permis de faire connaître justement le pouvoir du rugby dans l'éducation à l'égalité des genres. Et donc, nous allons évidemment poursuivre ce travail-là à travers des compétitions régionales qui permettent aux sections de se qualifier pour une compétition nationale. La compétition nationale, bien sûr, elle a lieu à la capitale. Donc, réunir toute cette diversité qui va venir de l'île. Il faut savoir qu'à Madagascar, les routes sont coupées. C'est très difficile de se déplacer entre les régions. Donc, permettre à des jeunes filles de pouvoir venir à la capitale, des jeunes filles de province, venir à la capitale, partager leur culture, rencontrer d'autres jeunes, s'émanciper aussi à travers cette question de la mobilité, parce que c'est une question fondamentale aussi à Madagascar. Ça permet justement de montrer toute la diversité culturelle et de permettre aux jeunes filles d'exister sur la scène nationale. À l'occasion de ces rencontres nationales, l'idée, c'est de pouvoir organiser des actions de plaidoirie, de donner la parole aux enseignantes, de donner la parole aux jeunes filles, de donner la parole aux institutions, aux partenaires, aux bailleurs, afin de continuer à convaincre, essayer de transformer donc, l'éducation par le rugby en faveur de l'égalité genres à Madagascar. Donc voilà les grands axes de développement de l'activité que nous mettons en place sur la Grande Île. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on reviendra dans la période des questions parce que je trouve que tu as une expérience à nous faire partager aussi sur ce que tu démarres à Madagascar et tu pars sur d'autres pays, mais on y reviendra dans le troisième temps, dans la troisième mi-temps en fait. Très bien. Alors, a priori, on a la liaison qui est revenue avec Kinshasa. Donc, il faudrait bien pouvoir vous entendre sur quel est le rôle des niveaux décentralisés pour faire avancer la pratique féminine du sport auprès des communautés, avec soit Solange ou soit le docteur Geneviève Lucassa. Je vous laisse la parole. C'est Madame Solange qui commence. Geneviève. C'est Geneviève qui va parler. Super. Allez-y, Geneviève. OK. Moi, je dirais ceci. OK, d'accord. Je disais ceci. Pour ce qui est du rôle. D'accord, je disais, pour ce qui est du rôle de niveau décentralisé pour faire avancer la pratique féminine du sport auprès des communautés en dehors de la capitale, je pense que le fil conducteur, c'est plus
c'est la sensibilisation des populations sur les bienfaits du sport, donc les avantages de la pratique du sport chez la jeune fille, afin de briser d'abord les barrières socio-culturelles qui existent déjà dans ces milieux décentralisés. Il s'agit donc de montrer d'abord, de démontrer à la population, donc je peux dire aux parents, à la communauté, que le sport est bénéfique pour la jeune fille parce qu'elle n'empêche pas. Je pense malheureusement on a reperdu la liaison avec Kinshasa, donc et la communication n'était pas bonne. Donc je propose, Florence, si tu veux bien, de passer à la seconde partie. Et puis moi, je m'en occupe avec Sarah pour essayer de retrouver un créneau. Je te laisse œuvrer entre-temps. Effectivement, merci beaucoup Bruno et j'espère que nous aurons l'occasion d'écouter nos collègues de RDC sous peu, mais je dirais comme finalement c'est plus sous forme de dialogue. Passons à la seconde partie, comme tu le suggérais, qui effectivement après avoir entendu, je dirais, on va résumer l'offre dans le sens à la fois les institutions, les associations, les partenaires gouvernementaux et autres qui travaillent, je dirais, ou qui permettent d'avancer sur cette problématique et sur l'intégration des filles, je dirais, en milieu scolaire, sportif et communautaire. La partie 2 vise à, je dirais, réfléchir ou en tout cas à écouter nos intervenantes et nos actrices et acteurs sur la demande. Autrement dit, comment booster la participation des filles dans le sport en milieu scolaire et communautaire. Et effectivement, on demandera donc à chaque intervenant de présenter son expérience pour celles et ceux où effectivement c'est ce dont il s'agit et les bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer. Je vais commencer par passer la parole effectivement à Khadija Timéra. Khadija qui est, j'allais dire, notre alliée et influenceuse pour ONU Femmes pour les questions d'égalité hommes-femmes de manière vaste et dont nous avons effectivement fait la connaissance il y a déjà quelques années, étant elle-même sénégalaise, boxeuse professionnelle de haut niveau, juge à la FIFA, ayant également fait des études d'avocate. C'est vraiment quelqu'un de très engagé, je dirais, à tous les niveaux sur la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles. Donc, Khadija, je te passerai la parole en te demandant peut-être simplement qu'est-ce que les rôles modèles et d'une certaine manière, les rôles modèles comme toi, je dirais, peuvent faire ou font pour faire évoluer les représentations qu'on a, je dirais, des jeunes filles dans le sport et pour promouvoir cette ambition chez les jeunes filles, mais aussi pour mobiliser les soutiens masculins. Khadija, à toi la parole. Merci. Bonjour, bonjour Florence, bonjour Monsieur Lalande, bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation et merci de m'avoir invité à ce webinaire que je trouve très intéressant et essentiel en Afrique parce que de toute façon, la question du sport féminin se pose partout dans le monde et particulièrement en Afrique. On a vu l'intérêt de nombreuses structures de leaders mondiaux du sport, à savoir la NBA qui est présente en Afrique aujourd'hui, qui a une compétition qui est développée, à savoir FIFA qui a fait son congrès récemment à Kigali. Donc ça, c'est pour mettre en avant l'intérêt du sport en Afrique. Et je pense que le sport féminin, avec tout ce qui est question égalité, est très important, comme vous l'avez soulevé, avec les différentes problématiques qu'il y a sur le continent. Donc, moi, je pense que à mon niveau, pour faire évoluer le rôle, ce que pourraient faire les rôles modèles en Afrique et promouvoir donc, le sport féminin, la première chose, c'est déjà d'être conscient des différents problèmes. Donc, vous les avez évoqués, que ce soit à travers l'étude qui a été menée par Women in Sport Africa. J'ai jeté un œil rapidement, mais je trouve que c'est très intéressant. Et à travers les différents éléments que vous avez révélés, Florence, en introduction. Donc, je pense que c'est essentiel déjà d'avoir l'œil sur les problèmes que l'on a en Afrique, les problèmes liés à l'environnement. Alors, je mettrai l'accent sur le manque de financement.
Parce que comme vous l'avez dit, Florence, du coup, ça a une implication au niveau des femmes et de leur rôle dans leur foyer. Et donc, on va opposer le sport comme une entrave finalement à ce qu'elle pourrait faire et à ce dont elle pourrait contribuer au niveau local, familial. Et ça, c'est pas juste en Afrique, puisque moi, je suis née à Paris, donc je suis franco-sénégalaise et étant issue aussi de familles africaines, voilà, il y a un rôle quand même qui est pour la femme qui est plutôt prioritaire par rapport au sport, qui est considéré comme une activité qui est plutôt du fait du loisir, donc quelque chose qu'on ferait parce qu'on a du temps supplémentaire. D'ailleurs, donc du coup, au niveau de la mentalité, il y a aussi du paternalisme. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'une femme délaisserait les activités familiales pour aller faire du sport. Et j'ai remarqué aussi, lors d'activités sportives qui se déroulaient, des professeurs de sport qui avaient, comment dire, qui soutenaient des jeunes filles qui ne voulaient pas participer au sport. Moi, je me souviens, quand je ne voulais pas participer au sport en France, mon prof de sport, il me disait, non, soit tu as une dispense, soit tu participes, ou alors je te mets une mauvaise note. Alors que là, en observant des cours de sport, je vois souvent des femmes qui disent « Oh, je suis fatiguée », et puis le prof de sport qui sympathise en lui disant « Tiens, ma pauvre fille, viens sur le côté, on va discuter », et puis on voit un groupe de filles sur le côté finalement à ne pas participer au sport, avec le prof qui comprend tout à fait parce qu'elles sont fragiles, et voilà. Et donc, je pense que pour cette raison, il faudrait aussi encourager la présence de profs de sport féminins. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué ici en Afrique. Parce que, en étant en Europe, effectivement, il y a beaucoup de profs de sport féminins. Donc, du coup, ça nous permet de se projeter et puis ça permet inconsciemment d'avoir une autre image. Moi, même si je n'avais pas eu une prof de sport féminin, mais le fait d'en voir, ça légitimait en fait la pratique du sport par une femme. Donc, je pense qu'au niveau des institutions, il faudrait qu'il y ait des politiques. J'ai vu qu'il y avait l'INSEP ici pour parler de Dakar, pour parler du Sénégal, il y a l'INSEP à Imba Mar Diop. Il y a des campus entiers qui sont remplis d'hommes. Voilà. Et je pense que la femme a sa place. Donc, quand on cherche des DTN, donc des directeurs techniques nationaux, on les recrute auprès de ces INSEP-là. Donc, du coup, effet boule de neige. On ne retrouve pas non plus de directeur technique féminin, en tout cas très rarement. Au niveau des coachs, pareil. Alors, même quand c'est des équipes nationales féminines, très souvent, ce sont des hommes. Donc, je pense qu'un des moyens de faire bouger ces leviers, ce serait d'impulser, en fait, une féminisation, ou alors, pas forcément du 50-50 ou des quotas, mais au moins encourager les femmes qui veulent être profs de sport à ce que ce soit facilité. Et je sais que dans ce cadre-là, je reprends mes notes, pardon, voilà, il y a donc la possibilité de les faire intervenir. Voilà pour ce qui est de faire évoluer les représentations. Il y a de la sensibilisation, je pense qu'il est important qu'il y ait une sensibilisation. Donc, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, le sport a un rôle positif au niveau de la santé. Donc, il y a un rôle positif au niveau du mental, de la confiance en soi, donc pour reprendre ce qui a été dit, du mieux-être, mais aussi de la discipline. Et je pense que merci. Donc, je pense que la discipline est essentielle en fait pour tout le monde. Et c'est des compétences qu'on peut acquérir à travers le sport qui pourront ensuite être transférées dans le cadre du travail et dans le cadre d'autres activités. Et je pense qu'il y a un besoin de sensibilisation du grand public et surtout des gens qui dirigent, à savoir que le sport, ce n'est pas juste un loisir, mais peut-être le fait d'encourager cette pratique sportive pour les femmes va permettre un effet boule de neige qui fait que au niveau de l'éducation, au niveau de la professionnalisation et au niveau des autres secteurs du pays, il y aura un développement qui sera favorable pour tous. Donc, la visibilité des rôles modèles, je le disais, moi je me plains souvent auprès des médias que je connais, donc souvent à taguer, par exemple sur les réseaux sociaux, avec des couvertures soit que football, ou soit d'autres sports, mais que masculins. Et alors, pour ce qui est du Sénégal, parfois, on dit, on met une femme. Donc, il y a plein d'hommes sur l'affiche et il y a une femme. Et on dit, voilà la niaronne de tel footballeur. Donc, voilà la seconde femme de tel footballeur. Alors, comment elle est?
Donc, cette fois, il y a une femme, mais c'est pour apprécier ses qualités physiques. Et donc, moi, je leur envoie un petit message privé en disant, bon, bah, ce serait bien que vous pouviez parler d'exemples sportifs féminines, parce qu'il y en a, et qu'on puisse les apprécier sur leurs compétences sportives aussi, et pas que sur leurs compétences physiques. Et donc, je pense que là, il y a un gros travail à faire. Voilà. Je pense qu'il faudrait aussi renforcer la collaboration. Donc, ça a été dit, Florence, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait cet espace. Et je pense que ça, c'est crucial. Voilà. Je pense que, surtout qu'en Afrique, il y a une politisation du sport qui existe beaucoup moins qu'en Europe. Au niveau du sport national, des équipes nationales, voilà, c'est très encadré. Et le message que va avoir un sportif peut avoir un impact tout de suite. Voilà. Moi, j'ai été en équipe nationale, j'ai fait les qualifications olympiques Afrique. J'ai donc eu à communiquer et des fois, quand ça allait mal, j'ai dit certaines choses. Bon, voilà. On a dit que voilà, il valait mieux pas les dire. Mais je pense que si on ne communique pas sur les problèmes, eh ben, c'est difficile après de trouver des solutions. Donc, ce n'est pas communiquer juste pour critiquer, mais plutôt pour être conscient des problèmes et trouver des solutions ensemble. Et donc, comme on parle d'être ensemble et qu'on a parlé de trouver un espace commun, j'ai un exemple, il y a le CIO qui avait organisé une journée, je crois que c'était International Sports Day, et ils avaient permis des différents ateliers pour la pratique du sport. Pour des ateliers comme ça, par exemple, je pense qu'il est crucial que les modèles de sport féminin soient présents. Moi, je sais que j'ai été au courant à la dernière minute parce que je suis aussi au sein de ma fédé, je fais partie d'un groupe WhatsApp où j'ai des infos, et donc ça a été posté à la dernière minute. Donc, j'ai fait l'effort d'y aller et arrivé sur place, c'était terminé. Et donc, les personnes m'ont reconnue et ils m'ont dit « Ah, bah, tu es Khadija Timéra, tu as représenté le Sénégal à la boxe, bah, c'est dommage, pourquoi est-ce que tu n'étais pas là ?» Alors, je leur ai dit bah, « Parce que je n'étais pas au courant. » Et ils m'ont dit ah, bah, « C'est dommage, bon, bah, on va essayer de réorganiser quelque chose. » Donc, je pense peut-être qu'il y a eu un petit quick de communication. Mais si des journées comme ça sont organisées, pour moi, il est essentiel que les sportifs soient là parce que qui est plus à même de convaincre des jeunes non initiés ou initiés à faire du sport que celles qui l'ont pratiqué pendant des années et qui connaissent du coup les rouages. Donc, autant positif que négatif. Voilà. J'ai vu une initiative de l'AFD, je crois que c'est l'AFD, si je ne me trompe pas, c'est Sport Impact qui consistait à faire venir des championnes françaises au Sénégal dans cet état d'esprit-là, dans un état d'esprit de collaboration, de trouver un espace commun, d'initier, de motiver. J'ai trouvé ça super. Je trouvais que l'idée était superbe. Et merci à ces personnes-là de prendre cette initiative et aux intervenantes aussi de prendre le temps de venir et d'échanger. Je pense que ça a été enrichissant dans les deux sens. Parce que j'ai suivi après voilà, auprès des athlètes. Et je pense qu'il faudrait inclure des athlètes locales. Parce que du coup, malheureusement, ici en Afrique, on a un complexe de se dire que ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire ici. Donc, si on ramène que des athlètes étrangères, les gens se disent, bon, bah, ok, c'est top, mais nous, on ne pourra jamais le faire ici au Sénégal parce qu'on n'est pas soutenu, parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Donc, je pense qu'au niveau des institutions, ils peuvent aussi venir lors des levées de drapeaux, quand c'est des équipes féminines, encourager, récompenser, donner des médailles. Moi, je sais que quand j'ai gagné la médaille championnat d'Afrique de l'Ouest, c'est la ministre du sport français qui est venue ici me voir à Cœur Championne et qui m'a félicité, qui m'a proposé de se voir à Paris. Voilà, on a été en lien. Et c'est super encourageant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de la ministre du sport français d'être aussi impliquée et de féliciter. Je pense que voilà, si on avait cette image-là de nous, nos institutions aussi impliquées aussi, juste de venir ou un petit message, eh bien, je pense que ça aiderait les sportifs locales. Et voilà, je finirai avec, si c'est possible, des petits ateliers où il y a possibilité de promouvoir le sport et de faire participer. Il y a des disciplines multisports qui peuvent être créées où on permet aux jeunes filles de découvrir le sport. Voilà. Merci beaucoup, Khadija, pour ces réflexions, pour le partage de ton expérience et effectivement de ces pistes de travail, entre autres, effectivement, cette collaboration aussi entre des sportives et cette, je dirais,
oui, ce réseautage entre les sportifs de différents pays, de différentes réalités également. Et comme tu mentionnais effectivement que l'initiative était appuyée par l'AFD, j'en profite pour prendre le relais et effectivement passer la parole à l'Agence française de développement, à Christophe Gies, chargé de mission sport et développement, pour, je dirais, entendre également quel peut être le rôle d'une agence, d'une banque de développement pour promouvoir cet investissement, je dirais, dans le développement de la pratique sportive féminine et particulièrement en Afrique. Je pense que nous avons déjà, tant Bruno et moi, cité et remercié l'AFD pour l'étude, pour l'intérêt et le leadership porté à cette question du sport féminin en tant que vecteur, je dirais, de développement, de droit et central dans une stratégie d'émancipation que l'AFD, en tout cas pour la connaissance que j'en ai au Sénégal, met en œuvre. Donc, Christophe, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir pensé à l'AFD pour participer à cette table ronde. On y intervient avec grand plaisir, bien évidemment, pour parler d'un sujet d'une telle importance. Alors, peut-être pour structurer mon propos, je parlerai, on en a parlé et c'est largement partagé, d'un constat qui est que les inégalités et les violences dans le sport constituent une réalité universelle et pas seulement en Afrique. Et peut-être qu'à partir de ce constat-là, proposer des bonnes pratiques à partir de notre expérience sur ce sujet depuis maintenant 4-5 ans. Donc, au niveau des constats, Bruno en a parlé, Florence aussi. Moi, j'en identifie 5 principales. La première, l'insuffisance de données sexospécifiques dans le secteur du sport en Afrique, d'où toute l'importance de mener des études d'identification, des études de contexte, en particulier sur le continent africain, dans les pays où les bailleurs peuvent intervenir sur la thématique du sport. C'est très important pour pouvoir répondre à une demande. Comme on est dans la partie demande, c'est hyper important de proposer une offre qui réponde à la demande des acteurs locaux, aux besoins qui sont exprimés localement. Le deuxième constat, c'est que, évidemment, malheureusement, les barrières socioculturelles persistent et les stéréotypes de genre sont entretenus à la fois par le milieu familial, mais aussi par les médias. Bruno en parlait, hein, les médias jouent un rôle clé dans la lutte contre les discriminations et les inégalités. Ils façonnent l'opinion et peuvent entretenir en fait des stéréotypes sexistes autour du sport et porter une vision très genrée finalement du sport. Et à cela s'ajoutent d'autres barrières liées aux droits de santé sexuelle et reproductifs et aux violences basées sur le genre qui existent et qui limitent le temps consacré à la pratique sportive par les filles et les femmes. Le troisième constat, c'est des infrastructures sportives qui sont inadaptées sur le continent africain et qui sont rarement adaptées aux besoins des femmes. On le voit dans la conception au niveau des vestiaires, des sanitaires, mais aussi dans la gestion au niveau des équipements dédiés, des horaires adaptés. Le quatrième constat, c'est l'importance de travailler dans les lieux d'éducation, d'émancipation et d'autonomisation. Les 3 premiers lieux sont finalement dans les familles, à l'école, mais aussi dans les espaces communautaires et associatifs, qui sont de puissants leviers de développement de la pratique sportive et de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Donc, d'où toute l'importance de ce webinaire. Et enfin, dernier constat, Khadija en a parlé, c'est les problématiques de gouvernance avec une faible représentation des femmes dans les instances sportives. J'étais au Sénégal il y a encore très peu de temps, donc j'ai un chiffre en tête et je parle encore sous contrôle de Florence et de Khadija, mais il me semble que c'est 3% uniquement de femmes qui sont à la tête d'instances sportives sénégalaises. Donc, on remarque qu'il y a encore un travail
colossal à réaliser sur les sujets de gouvernance. Donc, par rapport à ces 5 constats, 5 bonnes pratiques que je peux mettre en avant au nom de l'expérience de l'AFD sur ce sujet. La première, ce serait d'encourager l'utilisation d'indicateurs genre dans les projets et de soutenir la documentation par la recherche sur la thématique du sport et du genre. On a cité de cette étude sport et genre au Maroc, au Sénégal, au Kenya, en Égypte et en Afrique du Sud menée par le consortium PwC Women Sport Africa et l'IRIS. Il faut promouvoir et poursuivre ce type d'initiatives qui permettent d'analyser les freins sociaux, culturels, économiques et institutionnels à la pratique sportive des filles et des femmes et identifier les difficultés spécifiques dans chaque pays qui peuvent entraver la pratique sportive. Donc, c'est hyper important d'encourager la production de connaissances et de données sur ce sujet. Une deuxième bonne pratique serait de multiplier les programmes de développement sport et genre qui impliquent les communautés locales et les organisations de la société civile. On a eu un excellent témoignage de Pierre sur Terre en mêlée. Il me semble qu'on en aura un beau sur le projet Lady Stern. Voilà, c'est exactement ce que nous, on souhaite promouvoir. C'est une appropriation locale et une forte implication de la société civile et des communautés pour multiplier les impacts et les résultats sur le terrain. J'ai en tête aussi une initiative qui est portée par le partenariat entre la NBA et l'AFD, c'est sur le projet Basketball Experience, où on accompagne plusieurs jeunes dans des programmes de sensibilisation et on est très attaché à inviter les parents au tournoi de fin d'année pour montrer en fait tout le travail qui a été réalisé pendant l'année avec les jeunes et aussi les sensibiliser eux en fait sur toute l'importance du sport et sur son potentiel pour justement lever et contribuer à lever ces barrières. Ce qui m'emmène à la troisième bonne pratique qui est de promouvoir bien évidemment des actions de sensibilisation, non seulement sur la pratique sportive, mais aussi sur l'égalité de genre, sur la lutte contre les violences basées les violences basées sur le genre, ou encore sur la protection des enfants, qui est un sujet aussi très important, notamment pour les instances comme la FIFA ou le CIO. Et ces actions de sensibilisation, il faut les mener auprès des jeunes, des parents et des leaders communautaires. Et il faut sensibiliser femmes et hommes. Il faut aussi sensibiliser les hommes et les jeunes garçons à ces sujets. Il ne faut pas travailler uniquement sur les femmes et sur les filles. Et on peut travailler de manière innovante en fait sur la sensibilisation au genre. On a un projet avec la Basketball Africa League qui s'appelle le projet Alley-Oop Africa, où là on travaille avec des jeunes qui ont eux-mêmes travaillé avec des associations et sur des projets dont l'objectif est la sensibilisation au genre. Donc voilà, on essaye de trouver des manières innovantes de travailler sur ces problématiques. Une quatrième bonne pratique, et là je rejoins Khadija pleinement, c'est de valoriser les rôles modèles femmes sur les beaux parcours, les success stories qui permettent d'inspirer en fait les jeunes filles. Les jeunes filles manquent d'inspiration aujourd'hui, de modèles à suivre. Et c'est aussi en ça que je remercie le travail remarquable de Women Sport Africa et de Bruno. On parlait de sport en commun, ils sont très attachés aussi à la valorisation de belles histoires portées par des sportives. Je pense à Abigail, à Géraldine Robert notamment. Voilà, toutes ces personnalités sportives engagées au service contre la lutte contre les inégalités et l'égalité femmes-hommes. Donc, il faut encourager ces initiatives portées par ces rôles modèles. Et enfin, dernière bonne pratique, c'est d'encourager les actions de plaidoyer, notamment par un accompagnement des gouvernements dans la prise en compte des problématiques de genre dans la définition des politiques sportives. Poursuivre la mobilisation sur cette thématique sport et genre,
ONU Femmes le fait de manière exemplaire, et je pense notamment à votre programme avec le CIO que vous portez maintenant depuis plusieurs années. On fait la même chose avec la FIFA à travers un programme qui s'appelle le programme Championne. Vous en avez sans doute entendu parler, pour l'émancipation des filles par le football. Et enfin, encourager, bien évidemment, la participation des femmes dans les instances de gouvernance sportive. Et, en conclusion, ce que je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est que le sport n'est pas automatiquement un levier pour réduire les inégalités femmes-hommes. Et c'est pour cela qu'il est essentiel en fait, d'entretenir une approche genre pour que le sport soit transformationnel et devienne un terrain de jeu de socialisation, d'émancipation et d'autonomisation, en particulier pour les filles et les femmes. Voilà, merci. Merci beaucoup Christophe d'avoir partagé ces différentes initiatives soutenues par l'AFD et effectivement qui s'ancrent dans le local, dans le communautaire, je dirais, qui doivent faire sens dans les représentations sociales également en Afrique, d'où l'importance bien sûr des familles, mais de la communauté élargie et je pense que tu l'as mentionné, les leaders communautaires, les leaders traditionnels, religieux et autres avec lesquels nous essayons de travailler. Pour creuser justement un petit peu davantage tout en restant dans le cadre de l'expérience sénégalaise, je voudrais passer la parole à Seynine Seck, qui est présidente de l'association Lady Stern, donc justement qui s'ancre, je dirais, au niveau communautaire et fait un travail très, très important sur le terrain, mais qui est également capitaine de l'équipe de foot féminin du Sénégal. Donc, je dirais, mesdames les championnes, nous avons le plaisir d'en avoir plusieurs avec nous aujourd'hui. Vous êtes vous-même les rôles modèles et vous réinvestissez, je dirais, dans les communautés. Donc, Madame Seck, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Seynine Seck et je voulais juste dire qu'en fait, j'étais capitaine. Aujourd'hui, je suis responsable du football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. En même temps, je suis membre du comité exécutif de la fédération qui compte 33 membres, dont une seule femme, moi-même. Donc, le débat est campé parce que les inégalités dans les instances, c'est direct. Il n'y a pas un équilibre malgré les recommandations de la CAF et de la FIFA. On peine encore à équilibrer, mais moi, j'y crois dur comme fer que ça va arriver. Mais pour que ça arrive, il faut que les femmes s'engagent et puis soient outillées, c'est-à-dire d'avoir les compétences qu'il faut pour occuper ces postes. Parce que c'est bien de dire oui, il faut qu'il y ait des femmes par-ci, par-là, par-là. Mais si on n'a pas les compétences pour occuper ces postes, tu ne vas jamais arriver là-bas. Bon, parlant de mon expérience en tant que présidente de l'association Lady Stern, avant même que j'arrête ma carrière de footballeuse, je suis née dans les quartiers populaires. Et dans ces quartiers populaires, il y a du football partout, mais il n'y a pas les femmes. Et moi, en tant que femme, ça a été très difficile pour moi de m'imposer. Mais j'ai tenu bon parce que ce n'était pas évident, mais au fond de moi, j'étais sûre de mon talent de footballeuse et je m'étais dit que je vais m'accrocher. Donc, jusqu'à arriver à être capitaine de l'équipe nationale. Donc, juste après, j'ai créé l'association Lady Stern, le football féminin au cœur des quartiers, où l'objectif, c'était quoi? C'était vraiment de camper les quartiers, les terrains de quartier où les filles n'y avaient pas droit. Parce que quand on est dans un quartier et qu'il y a un terrain, la plupart, les hommes pensent que le terrain les appartient, alors que ça appartient à tous les habitants du quartier, hommes et femmes y compris. Et c'était très difficile. Au début, il nous arrivait d'arriver en premier sur le terrain, de vouloir jouer. À un moment, on commence à jouer, les hommes, ils arrivent, ils nous foutent dehors, parce que pensant que le terrain les appartient. Mais ça a été un combat. À la fin, nous avons gagné notre partie. Nous avons eu notre temps de jeu et aujourd'hui, on joue partout dans les quartiers de Dakar du foot féminin. Les choses ont beaucoup avancé, ont beaucoup évolué et la demande, elle est très forte. Quand on a campé les quartiers,
c'était juste pour montrer aux parents que les filles peuvent aussi jouer au football parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Moi-même, quand j'ai débuté, mes parents n'étaient pas d'accord et je me cachais pour aller jouer. Donc, il fallait déjà convaincre les parents pour leur montrer que même en marchant dans la rue, on peut faire un faux pas et puis avoir une entorse. Donc, ça n'a rien à voir. Le football, c'est un sport comme les autres et les hommes peuvent le faire de même que les femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans les écoles et on s'est rendu compte qu'en fait, on a commencé par les lycées et là, on est dans les écoles primaires au niveau de Yoff Village, mon quartier là où je suis née. On s'est rendu compte que la demande, elle est très forte. Mais sur le plan étatique, il n'y a aucune mesure qui est là pour les femmes. Il y a du sport scolaire. Les gens, ils jouent, mais c'est les hommes. Ce n'est pas les filles. Au niveau primaire, il n'y a pas les filles. Au niveau secondaire, avec l'IASU, il y a des compétitions pour les femmes. Moi, quand j'étais élève au collège, je faisais 3 sports en même temps. Je faisais du foot, je faisais du basket, je faisais de l'athlétisme. Aujourd'hui, cette organisation-là n'a plus cette puissance qu'elle avait d'autant. Et ce qui fait que ça a régressé gravement. Et tout le monde sait que le grenier du sport, c'est l'école. Pour développer, il faut aller dans les écoles parce que c'est la base de l'éducation. Si on ne va pas dans les écoles, on attend de développer après, ça va être difficile pour avoir un résultat. En 2018, avec Plan International, on a commencé un programme d'initiation au football dans 20 collèges et établissements de la région de Thiès. Et en 4 ans, on a réussi à sortir une championne qui joue aujourd'hui en équipe nationale U17 féminine et qui a eu à participer lors des éliminatoires de la Coupe du Monde dernier. Donc, juste pour vous dire, si on s'y met à fond, on peut avoir de très bons résultats. Mais malheureusement, il y a des moyens très limités qui font que les gens se découragent très vite. Mais moi, en tant qu'ancienne sportive, c'est un combat personnel que je me suis fixé depuis le début et je ne vais jamais arrêter. Je vais continuer à faire ce travail parce qu'au niveau de Yoff, aujourd'hui, je ne passe plus dans une ruelle où les gamines ne crient pas mon nom. Et ce projet-là, on l'a démarré juste au mois de février dernier. Et j'ai rencontré la fois dernière un parent avec son enfant. Il me dit, ma fille, elle descend mercredi, elle arrive à la maison à 14h. Elle ne mange même pas, elle dit qu'elle a du sport, elle va partir. Parce qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, elles ont quelque chose, elles ont un espace où s'exprimer. Et ça manque beaucoup au niveau des écoles primaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sénissek. Et effectivement, je pense que toutes les initiatives que nous avons pu voir, soutenir ou mettre en œuvre au niveau local, communautaire, ont vraiment démontré l'importance du sport comme facteur de confiance en soi, d'autonomisation des femmes et des filles. Je voudrais, avant peut-être de passer éventuellement aux questions, voir si nous avons repris la connexion avec la RDC, les différentes collègues de RDC. Je vous passe la parole assez brièvement, mais nous voulons absolument également entendre votre expérience aussi au niveau provincial et au niveau communautaire. Merci. Moi, c'est Dr Geneviève Lecoussa. Sarah, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Je crois que mes collègues ont déjà épinglé presque tout. Je pense que tout, en dehors de la capitale, tout passe d'abord par la sensibilisation. Il faut d'abord arriver à briser les barrières socio-culturelles qui sont chez nous à l'arrière du pays. On pense qu'une femme qui pratique le sport perd toute sa féminité. Il y a des modifications physiologiques, elle est déformée. Ces filles ne peuvent pas continuer à pratiquer le sport parce qu'elles ne peuvent pas. L'autre problème, donc il faudrait d'abord sensibiliser les familles pour dire qu'il y a des sportives qui ont pratiqué le haut niveau, qui sont des mamans et qui sont des femmes mariées. Moi, je parle des fois de mon exemple à moi, et nous amenons généralement les anciennes joueuses de l'équipe nationale qui sont des mères de famille. Et ça, c'est déjà un bon exemple. Bien qu'ayant un corps modifié, elles sont femmes, elles se sont mariées et elles sont mamans. Et l'autre problème, c'est aussi
dans l'arrière du pays, une femme ne peut pas pratiquer le sport. Le temps qu'elle le passe à aller pratiquer le sport, c'est dans l'arrière du pays, des femmes vont encore au champ, les filles n'étudient pas et tout ça. Et celles qui pratiquent le sport, on pense qu'elles ont raté leur vie, elles n'ont plus d'autre choix, donc elles ne peuvent que pratiquer le sport pour essayer de gagner leur vie. Donc il faudrait plus passer par la sensibilisation dans les familles. Moi, j'étais en train de former les arbitres dans l'arrière du pays. J'ai commencé avec 20 arbitres, mais à la fin, j'ai terminé avec 8 arbitres. Et quand je suis allée vers les 12 qui ne venaient plus, elles m'ont dit que les parents les avaient interdits parce qu'elles ne pouvaient plus accomplir les tâches ménagères. Et en plus de ça, si elles doivent aller étudier, ça sera compliqué, c'est du temps perdu. Alors, nous sommes entendus, nous avons dit, si vous vous réveillez à 6 heures pour accomplir les tâches ménagères, réveille-toi, comme tu es passionné du football, réveille-toi un peu plus tôt pour accomplir les tâches ménagères. Et pour ce qui est des études, il n'y a pas d'incompatibilité entre sport et études. Donc, je pense que c'est plus un message de sensibilisation que nous devons descendre sur le terrain et les filles chez nous doivent rentrer plus tôt à la maison que les hommes. Donc, nous assurons les parents qui nous ont envoyé les enfants à la formation, nous les ramenons à la maison et nous les informons des différents horaires de formation. Donc, je pense que dans l'arrière du pays, tout passe par la sensibilisation et les témoignages des anciennes sportives. Ça, c'est vraiment important et capital. Je pourrais résumer ainsi parce que Khadija et les autres collègues en ont parlé. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons encore une collègue, une participante de la République démocratique du Congo qui souhaitera ajouter? Je pense que vous êtes ensemble. Oui. Moi, c'est Madame Agnès Rubenga. Je suis secrétaire provinciale du football féminin. Comme on a parlé presque... Je vais juste donner le témoignage. Je vais juste donner mon témoignage. Ça fait 8 ans que notre comité, parce que je suis secrétaire professionnel, notre comité a été mis en place pour gérer le football féminin en province. Je parle de la province de Kinshasa. Ce n'est pas facile. Il faut avoir des nerfs solides. Malgré mes occupations familiales et autres, je disponibilise mon temps pour gérer cette entité. Mon souci d'apprendre davantage, mon dévouement, ma rigueur dans la façon de gérer, la franche collaboration avec les collègues du comité, malgré les difficultés rencontrées, qui n'est pas nécessaire de détailler car c'est connu, nous travaillons avec abnégation chaque saison sportive pour sortir du bout des tunnels. Présentement, nous avons 15 équipes à notre actif, 7 équipes seniors et 8 équipes juniors. Nous signalons en passant que chaque saison sportive, depuis que nous sommes là, nous enregistrons de nouvelles équipes et d'autres deviennent inactives. Pour la plupart des cas, c'est dû aux problèmes internes, de la gestion interne des équipes. Et les problèmes externes qui découragent certains dirigeants qui ne trouvent pas un feedback, je peux dire un feedback par rapport au sacrifice de longue date. Et c'est les managers véreux qui s'accaparent des parts des gâteaux. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui les filles qui ont évolué dans les équipes que nous gérons poursuivre leur carrière en international. Et la plupart font partie de notre équipe nationale A. Nous avons aussi réussi à assurer la relève en organisant les championnats de la catégorie junior, qui est à la 3e année. Le nombre a doublé cette saison. L'objectif est de voir les équipes qui évoluent chez les seniors puissent avoir la relève. Pour l'instant, 4 sur 7 de la catégorie senior en assurent déjà. Nous avons réussi à asseoir notre administration en ayant une base de données où les équipes qui sont identifiées avec les joueuses et la majorité est enregistrée au niveau de FIFA Connect. Concernant les nouvelles affiliées, le processus est en cours. Donc, bref, tout est bien structuré chez nous. Je peux dire ceci. Chaque saison, nous organisons les championnats et nos matchs se jouent 90% les week-ends parce que nous encourageons les filles à aller à l'école. Les 10%, c'est en dehors des week-ends et c'est souvent de la disponibilité de terrain. Bon, notre challenge, c'est les obstacles font défaut, des matériels qui manquent dans les écoles, au niveau communautaire, et l'absence de cadres qualifiés pour l'enseignement des sports. C'est-à-dire les éducateurs physiques ne sont pas nombreux. Il faut en former davantage. Pour terminer, nous recommandons la sensibilisation
des échanges de la pratique à travers les médias, la pratique des sports, bien sûr, à travers les médias, les réunions avec les décideurs, donc dirigeants des équipes, les chargés des sports, les parents. Et il faut des textes valorisant la pratique du sport chez la dame, éviter la discrimination, protéger la fille qui pratique les sports sur le plan institutionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que nous avions 2 intervenantes, Bruno, si je ne m'abuse, de la République démocratique du Congo. Il nous reste effectivement relativement peu de temps pour les questions. Sarah, je crois que toi, tu as accès au chat. Je ne sais pas si nous avons beaucoup de questions. Non. On en a vu quelques-unes passer. Peut-être, Florence, moi, je voudrais revenir, si tu me permets, sur 2 sujets. D'abord, je trouve que le témoignage de nos championnes, il est juste extraordinaire. Mais juste extraordinaire et tellement simple dans ce qu'il y a à faire. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. J'étais à Alger au Forum des athlètes de l'ACNOA, donc avec les membres du CIO et puis avec les 54 pays qui étaient là avec des médaillés. J'ai pu avoir des discussions avec toutes les championnes, tous les champions. Et je crois que ça, c'est simple. Que ces championnes, comme le souligne Radija, aillent prendre par la main des jeunes filles, leur raconter leur histoire. En fait, ça change juste tout. Radija soulignait l'intervention de l'INSEP récente au Sénégal. Moi, j'ai l'arrière-gauche de l'équipe de France de handball, Mariama Signaté, qui a été au Sénégal avec l'INSEP, mais elle est revenue, 1, avec des paillettes dans les yeux, et 2, elle a passé son temps à parler avec les jeunes filles. Il faut parler avec les familles. Et moi, je crois que nos championnes, toutes ces grandes championnes en Afrique, il faut industrialiser en fait les échanges avec les familles et les jeunes filles, parce que ça va changer les choses. La gouvernance, elle va changer aussi. Moi, j'ai pu ressentir l'impulsion des membres du CIO sur le registre de la mixité qui est ancré, en fait. C'est pas du discours, c'est ancré, c'est en œuvre. Donc, la gouvernance, elle va venir avec la formation, comme le soulignait Laurent tout à l'heure, ou comme le soulignait la Côte d'Ivoire sur le. Et ça, c'est concret. Je pense qu'on peut accélérer et avancer là-dessus. Voilà, je voulais juste apporter cet éclairage complémentaire avec nos championnes qui ont vraiment des rôles décisifs, et y compris, ça marche dans les 2 sens, sud-nord, nord-sud, parce que, par exemple, il va y avoir tous les pays africains qui vont être à Paris en 2024 aussi. Et je pense qu'il y a des belles histoires à raconter autour de tout ça aussi. On va vous en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter. Merci Bruno. Vu l'intérêt, vu que nous sommes tout de même ensemble, j'aurais peut-être aimé proposer si nous pouvions tout de même prendre 10 minutes de votre disponibilité pour quand même avoir un dialogue plus interactif avec celles et ceux qui j'allais dire, nous ont pas seulement écoutés, mais qui ont certainement aussi d'autres expériences à partager. Et je suggérerais effectivement de manière non exhaustive, mais Sarah, je te passe la parole pour peut-être nous proposer, je dirais, 3 questions de celles qui ont été posées, qui seront, je dirais, distribuées entre les volontaires des panélistes pour clôturer. Merci. Merci Florence. Donc, et merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions dans le chat. Donc, alors, la première question, bon, déjà, il y a des remerciements pour les beaux témoignages qui nous ont été partagés aujourd'hui. Donc, une première question qui est comment motiver les femmes à continuer les études tout en se projetant comme championne ou joueuse d'élite. La deuxième question serait, considérant l'importance de la nutrition, comment motiver et accompagner les femmes à manger comme des athlètes et prendre la nutrition comme une priorité? Ce sont les questions qui nous ont été posées par l'audience. Après, je vois des mains qui sont levées également dans la salle. Donc, peut-être on peut prendre ces 2 premières questions et ensuite passer la parole aux mains levées. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Alors, parmi
nos panélistes, j'allais dire au niveau de… Peut-être commençons par la nutrition, puisque c'est un sujet que nous n'avons pas tellement abordé, mais qui est aussi intimement lié, je dirais, aux ressources des familles, des communautés et effectivement à l'accès aux différents biens et services qui sont de nouveau marqués par une certaine inégalité partout, mais effectivement dans nos réalités africaines. Je vois Pierre qui a la main levée. Donc Pierre, je te propose… Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. J'allais dire, mais peut-être que pour cette question-là, quelqu'un veut faire le lien avec… la nutrition et avec, je dirais, l'accès. Voilà, je vois Laurent. Merci, Laurent, de porter volontaire. On t'écoute. Sur la nutrition, ça obéit à je parlerai d'un sujet qui n'est pas le sujet. Pardon. Je parlerai d'un sujet qui n'est pas sur la nutrition personnelle, mais sur la nutrition au sein des écoles. Nous, on travaille avec différents partenaires dans les différents pays afin que les repas qui sont proposés dans les écoles obéissent à certaines normes, et notamment dans l'aspect scolaire, des normes relatives aux sportifs. Et il y a une grande marge de progression à ce que je vois. Dépendant des pays, c'est pas en Europe particulièrement, et je ne sais pas si ce modèle, vous pourrez me dire si ça s'applique ou pas à l'Afrique, mais ce n'est pas l'État qui décide des aspects nutritionnels dans les écoles, mais les collectivités territoriales. Et donc, c'est donc au niveau local que la discussion se fait. Et il y a une possibilité d'influence des menus de façon à ce qu'il puisse y avoir des menus scolaires proposés dans des conditions qui obéissent aux règles du sportif. Ça, c'est un point très important. Avec une accentuation sur les sportifs de haut niveau, vous parliez tout à l'heure des sections sportives, et sur la partie du projet global pédagogique autour d'un établissement section sportive, effectivement, la nutrition est un sujet avec lequel il faut discuter avec les collectivités territoriales. Nous, on a un partenaire, je ne sais pas pour le citer, on a un partenaire qui doit travailler avec nous sur les appels d'offres sur la nutrition. Et je trouve que c'est important qu'il soit impliqué en tant que partenaire et sponsor pour pouvoir proposer des menus dans les pays qui correspondent aux normes des sportifs. C'est juste un exemple des cantines scolaires. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Et effectivement, je pense qu'on le sait, on l'entend et on le voit. La pratique du sport a vraiment cette capacité à aussi mettre en avant des pôles de développement économique locaux intégrés à travers l'école et à travers les différents besoins. Je voulais juste… Oui, je vois 3 mains levées. Donc, je vais vous passer la parole à tous les 3 et peut-être après, nous clôturerons. Donc, Madame, effectivement, Séni, je te passe la parole. Merci beaucoup. Au-delà de mon implication au niveau de l'association Lady Storm, je suis très consciente de l'importance de l'alimentation au niveau scolaire, parce que quand on est citadin, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est en zone rurale, où il y a des gamins qui rentrent à des kilomètres et des kilomètres et qui doivent faire le trajet 4 fois, le mieux, c'est vraiment qu'au niveau de ces écoles-là, qu'il y ait une cantine scolaire qui les permet en fait de se nourrir. Et je suis en même temps trésorière de l'association du groupe le GAS, c'est le groupe des amis de l'alimentation scolaire qui est dirigé par l'ancien ministre Ndiaye Ndiaye, où on a implanté des cantines scolaires dans des établissements pour permettre à ces filles-là, à tous ces élèves-là de pouvoir se nourrir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les mamans qui préparent, et dans ces écoles-là, on essaie de cultiver ce qu'on doit préparer pour permettre en fait à la cantine d'avoir des produits du terroir et d'avoir une alimentation saine. Et lors de nos activités, on sait que c'est important de se nourrir et pour être en forme pour jouer. Et lors de toutes nos activités, on les fait les après-midi. À la fin de chaque activité, on met en place un goûter
pour permettre à l'enfant de bien manger avant de rentrer chez lui. Donc, c'est ces expériences que j'ai eu à avoir avec l'alimentation. Merci. Merci beaucoup. Pierre, qui voulait intervenir également. Oui, mais vous m'entendez? C'est bon, merci. Donc, je voulais revenir sur les témoignages des championnes, des sportives, effectivement extrêmement inspirants, et sur deux éléments qu'on partage vraiment, nous, à Madagascar et aussi dans les autres pays où nous intervenons, c'est l'importance d'avoir aujourd'hui des éducatrices, des enseignantes, professeurs de PS. C'est vraiment un enjeu majeur, notamment sur le recrutement. Et pour ça, ça se joue très jeune, en fait, en favorisant l'accès au sport en milieu scolaire. Ensuite, ces jeunes filles peuvent grandir, devenir éducatrices et éventuellement ensuite devenir professeurs de PS. Donc, c'est un processus qui est très long, mais qui est en marche, je crois. En tout cas, nous, on essaie d'y travailler. Deuxièmement, c'est le fait d'avoir des championnes qui deviennent des modèles et qui se réengagent, qui se réinvestissent. Donc ça, c'est deux témoignages effectivement extrêmement inspirants. Et je voulais juste vous apporter un troisième élément. C'est que on peut être aussi championne, mais championne de vie. Et nous, au niveau de Terra Mêlée, on a des jeunes filles qui n'ont jamais rien gagné sur le plan sportif. Par contre, qui ont des parcours de vie extrêmement inspirants et qui sont devenues des ambassadrices, des égéries de l'égalité des genres par le sport. Et je vous invite donc à découvrir l'histoire de Marcelia. Il y a un film documentaire qui a été fait sur elle, La jeune fille des ballons ovales. Cette jeune fille a inspiré d'autres jeunes filles qui, à leur tour, s'engagent en tant qu'ambassadrices de l'égalité des genres dans leur communauté, au sein de leur communauté. Et donc, parce que le fait d'être championne, c'est élitiste, c'est un parcours, c'est des exceptions, mais championne de vie, peut-être qu'on peut en faire, enfin, en tout cas, on peut le diffuser de façon un peu plus facilement, parce que malheureusement, dans certains pays, les infrastructures ne sont pas forcément au rendez-vous et le sport de compétition n'est pas forcément accessible pour toutes. Donc, voilà, je voulais juste apporter cet éclairage, donc championne de vie. Donc, il y en a plein autour de nous, on en connaît, donc il faut leur donner la parole, il faut les coacher pour qu'elles puissent témoigner et partager en fait leur parcours de vie inspirant à d'autres jeunes filles. Et ça, on pense que ça peut vraiment porter le message encore plus haut. Merci beaucoup Pierre. Khadija, je te passe la parole pour 1 minute. Oui, bonjour, merci. Alors, je vais rapidement revenir sur la question de la nutrition et ensuite, j'ai une question à ISF. Pour la nutrition, effectivement, il y a des gens qui, au niveau local, ont des difficultés financières. Donc, quand on parle de transport, de nutrition, voilà, il y a des jeunes athlètes qui s'entraînent énormément parce qu'ils veulent réussir à travers le sport, mais qui, à côté, n'ont pas le moyen de se nourrir. Donc, voilà, je parle de la boxe, par exemple, parce que je suis issue de la boxe. Voilà, je voyais des gens qui s'entraînaient excessivement et qui n'avaient pas les moyens de se nourrir derrière, ce qui était problématique, risque de blessures, etc. Et après, en regroupement, lorsqu'on était en équipe nationale, les cantines qui étaient là nous faisaient du tchéboudjen. Voilà, le tchéboudjen, ce n'est pas trop compatible avec le sport de haut niveau. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question et c'est quelque chose peut-être à inclure dans l'éducation et au niveau des sorties internationales aussi. Je sais que les autres athlètes qui étaient des athlètes 100% locaux n'étaient pas ouverts à une autre alimentation. Donc, par exemple, au Cap-Vert, etc., ils disaient, bon, il faut qu'on trouve le moyen que la fille de l'équipe aille nous faire du tchéboudjen. Donc, voilà, je pense que sur la nutrition, c'est un gros sujet. Donc, pas juste dans le sport, mais voilà, c'est super intéressant. Et pour rebondir très rapidement et finir sur la question par rapport à l'ISF, donc j'ai trouvé super intéressant, je ne savais pas trop ce qui était fait. Et je me suis juste posé la question de savoir au niveau du Sénégal quel est l'équivalent, parce que vous avez parlé d'antennes que vous avez au niveau des différents pays avec l'OI-ASU en Côte d'Ivoire. Donc je me demandais au Sénégal quel est l'équivalent. Je trouvais que c'était super le fonds d'aide avec la possibilité de payer le billet et l'hôtellerie, parce que c'est le frein principal à la participation du sport en Afrique, surtout des femmes. Donc bravo pour ça. Et oui, votre compétition sur le sport scolaire, ça m'a fait penser la CAN, la CAF a organisé actuellement un championnat de sport scolaire en Afrique. Donc, oui. Voilà, je ne savais pas que c'était fait par l'ISF, mais du coup, voilà, intéressant. Merci. Alors, celui-là, en l'occurrence, il est fait en collaboration entre la FIFA et l'ISF. En fait, les fédérations internationales veulent absolument, là c'est un discours qu'on lance,
Mais les fédérations internationales, comme les fédérations nationales d'ailleurs, veulent absolument rentrer dans l'école. Et dans l'école, il y a les professeurs de PS qui se chargent de l'éducation physique et il y a aussi les professeurs de PS qui organisent le sport scolaire à côté. Et plus ou moins développé, hein. Je ne suis pas naïf sur le fait qu'il y a des pays où ça marche du tonnerre et il y en a d'autres, c'est vraiment en difficulté sur les rencontres entre les établissements. Et nous, on essaye d'organiser avec les fédérations internationales. La FIFA, en l'occurrence, ils sont allés un peu directement sans tenir compte ça prouve qu'il y a un enjeu, hein, en fait, hein, c'est ça qui est intéressant, sans tenir compte de l'ISF, et on a fini par rattraper les choses. Nous, on leur a simplement demandé qu'ils travaillent avec nos membres des fédérations au sport scolaire. C'est ce qu'ils font désormais normalement dans la collaboration. Au Sénégal, c'est la fédération, alors c'est Léopold Senghor qui s'occupe de ça, c'est notre contact, et Abdoulaye Mbaye, c'est la fédération du sport scolaire sénégalais. Donc, alors le nom exact, je peux vous le faire passer, mais c'est sur notre website. Et je pourrais aussi vous faire passer par Bruno le contact de Abdoulaye Mbaye parce qu'il est membre de notre comité exécutif. Donc, le Sénégal est vraiment un membre reconnu de l'ISF parmi les 25 membres du comité exécutif. Actuellement, ils participent de temps en temps et ils n'ont pas accueilli de compétition du sport scolaire. On aimerait, compte tenu des enjeux en plus jeunesse de ces prochains temps au Sénégal, avec l'accueil des grands jeux des Youth Olympic Games, donc on aimerait organiser quelque chose là-bas et je suis tout à fait prêt à rencontrer les autorités dans ce cadre-là. Mais je vous envoie par Bruno. Merci beaucoup, Laurent. Je voudrais passer la parole à Mariam Touré pour avoir aussi une réponse, une dernière perspective au niveau institutionnel. Merci. Je crois qu'au niveau des actions concrètes en Côte d'Ivoire, il y a déjà une caravane qui sillonne tout le pays dans les établissements filles pour sensibiliser les jeunes filles à la pratique du sport. Donc, depuis l'année dernière, on a une caravane qui sillonne tout le pays, dans toutes les régions, départements. Également, ça fait depuis 3 ans, il y a le festival du sport féminin qui se réalise en Côte d'Ivoire. Et lors de ce festival, on a les ambassadrices dont on parlait tout à l'heure qui sont présentées à la jeune population féminine et on demande à ce qu'elles donnent des messages forts pour encourager ces filles-là à la pratique du sport. Également, on a des tournois, ça c'est des tournois de football, des marchés des femmes. On a compris qu'il faut que les mamans encouragent les filles à la pratique du sport. Donc, du coup, on a amené les mamans, les mères de famille à pratiquer le sport en tant que jeu et par ricochet, ces femmes-là encourageraient leurs enfants à la pratique du sport. Également, il y a un arrêté interministériel qui est en cours de signature avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'effet d'instaurer dans le curricula des auditrices des IFEF, c'est des instituts d'éducation féminine là-bas, pour que déjà à la base, ces auditrices aient le minimum d'enseignement pour aller enseigner les APS, le sport dans ces institutions de féminine. On parle souvent de la deuxième chance. Donc là-bas également, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et puis, pour terminer, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, déjà, à l'INJS, qui est une école de référence par rapport à la formation des enseignants, on a déjà 1000 femmes, 1000 jeunes filles qui sont soit en formation de professeurs d'EPS, soit en formation de professeurs de sport. Donc, ces modèles-là, mis sur le terrain, pourront sensibiliser, encourager plus la petite enfance à aimer le sport et à pratiquer. On a également vu l'éducation, le CAFOP. On a un projet de renforcement des capacités des formateurs depuis la petite enfance, à ce que ces formateurs-là puissent avoir assez d'éléments, soit assez formés pour enseigner l'activité physique d'éducation depuis le bas âge. Plus un enfant est formé depuis le bas âge, je crois qu'à l'âge adulte, il ne pourra pas faire des difficultés pour pratiquer le sport. Donc, voilà un peu ces quelques actions concrètes que nous menons sur le terrain pour que le sport devienne... Merci.
Merci beaucoup, Madame Touré, et effectivement, merci beaucoup pour le partage de votre expérience également. Avant de clôturer, je voudrais passer la parole à Bruno, peut-être pour quelques mots en fin. Je vais te laisser le mot de la fin, Florence, mais en revanche, moi, je voudrais vraiment remercier infiniment tous nos intervenants aujourd'hui, experts de terrain, institutionnels, médecins engagés, nos championnes incroyables, qui, je crois, nous ont délivré un message qui est juste le sport, c'est la vie, et bravo pour ça. Et merci infiniment à l'AFD également pour ce qui est engagé dans la continuité. Et puis, je te laisse le mot de la fin, ma chère Florence. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, vu que les remerciements sont faits, je me joins au tien et je voudrais surtout te remercier également pour l'engagement, pour le partenariat et puis surtout pour les réflexions conjointes que nous menons. Je vais vraiment être très, très brève parce que je pense qu'il y aura encore énormément à dire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment consacré 7h30, on arrive presque aux 2 heures de réflexion sur la pratique du sport en milieu scolaire, communautaire et je dirais au potentiel que cela représente pour l'autonomisation des filles, pour la lutte contre la violence à l'égard des filles et des femmes et effectivement pour, je dirais, dépasser le sport loisir, aller vers le sport professionnel, mais pas uniquement. Et je pense que c'est Pierre qui nous l'a effectivement rappelé, le sport en tant que tel et la pratique du sport en tant que tel offre énormément d'avantages et de bénéfices à ceux et celles qui le pratiquent. Et ici, nous parlons effectivement des femmes et des filles. Et je pense que ce que je voulais souligner, c'est au-delà de, bien sûr, l'engagement personnel et les différents acteurs et actrices, je dirais, qui nous ont partagé leurs expériences, c'est quand même le point qui ressort, et j'en parle aussi. Alors pour nous, pour le coup, coopération internationale et nous, l'AFD et autres, c'est la question des études, des données, ce qu'on appelle evidence, pour planifier, guider l'action publique ou privée d'ailleurs, en fonction des réalités, des besoins et des demandes. Et effectivement, c'est Christophe qui parlait des indicateurs genre. Bruno, tu as parlé de l'étude. Je pense que nous sommes encore loin au niveau global et particulièrement en Afrique de comprendre exactement l'envergure de la question des besoins, en tout cas d'avoir beaucoup plus de données à la fois quantitatives et qualitatives. Et je dirais à cet égard, et tu te souviendras que peut-être dans certains dialogues, nous avons également tendu, je dirais, la main et en tout cas échangé. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire en tout cas au Sénégal avec des universités, avec des départements qui font des recherches sur, c'était plus sport et droits humains que genre en tant que tel, mais je pense que ce sont vraiment des acteurs importants également à associer à nos réflexions. L'autre point souligné, c'est bien sûr la sensibilisation des jeunes filles, mais surtout et aussi des familles pour surmonter les barrières socioculturelles, les médias et les communautés. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit sur les rôles modèles. Je pense que Khadija, tu l'incarnes parfaitement. C'est la même chose. Et je sais, étant au Sénégal et voyant effectivement les jeunes hommes sur beaucoup de terrains, je vais dire, je me joins volontiers pour en déloger quelques-uns en plus. Je suis tout près d'IOF aussi. Mais effectivement, c'est ce genre d'initiative qui fait que l'espace public, finalement, devient un espace où les filles peuvent également avoir toute leur légitimité, toute leur présence. Et je pense que l'expérience de RDC, quand on parle des provinces loin des capitales, où effectivement, peut-être que les influences socioculturelles sont encore autres, il faut vraiment investir, je dirais, dans ces actions, dans ce travail-là. Et je pense qu'une expérience qui était aussi importante, Khadija, toi tu l'as mentionné, je pense que c'est l'AFD, c'est ce partage entre sportifs de différents pays, de différents contextes, ce réseautage qui fait qu'effectivement on puisse se soustraire ou en tout cas s'abstraire un moment de sa réalité, de ce carcan et voir ce qui est faisable dans d'autres réalités, ce qui ne l'est pas dans la nôtre ou ce dont on peut apprendre. Je crois que l'accent, et Bruno tu le sais,
depuis le début dans nos dialogues et particulièrement avec le Comité olympique international et d'autres, ce que nous mettons en avant comme UNIFAM, c'est le besoin de programmes de développement communautaire, genre et sport. Et je suis contente que ça a été non seulement effectivement mentionné par l'AFD, mais c'est ce qui ressort, l'appropriation locale ressort de toutes les interventions. Madagascar, Sénégal, RDC, nous l'avons vu. Ce travail, que ce soit des programmes, des politiques publiques ou d'autres, a un bénéfice direct et immédiat sur les filles, sur la scolarisation, mais aussi sur le développement économique local. Alors, on parlait des cantines scolaires, les cantines requièrent une production locale. Donc, effectivement, je pense que si on passe par ce message-là, pour les familles, pour les communautés, pour les leaders communautaires, religieux, traditionnels, on arrive à démontrer vraiment le potentiel de croissance économique en réalité. Et si on veut vraiment trouver des chiffres, faire des études également sur éventuellement ce qu'on perd en termes de croissance économique parce que les jeunes filles ne sont pas incluses dans la pratique du sport, ou en tout cas ce qu'on pourrait gagner si elles l'étaient. Donc ça va bien au-delà de la jeune fille en tant que telle, et je pense que nous avons les arguments. Il faut peut-être plus d'études pour les quantifier et les peaufiner, je dirais, mais pour sensibiliser différents acteurs et sensibiliser également les décideurs politiques. Je pense que l'expérience de Côte d'Ivoire le démontre très clairement. Ça ne se fera pas uniquement au niveau associatif, même si toutes les expériences que nous avons entendues sont fabuleuses et phénoménales, mais il y a un moment où il faut institutionnaliser, où il faut effectivement que les ministères sport, les ministères chargés du genre, je dirais, mettent en œuvre des programmes, et cette intersectorialité que l'expérience de Côte d'Ivoire démontre très bien est tout aussi importante. Je voulais encore souligner peut-être l'importance de l'école. L'école comme porte d'entrée, effectivement, au sport. L'école également comme non seulement espace qui donne cette offre pédagogique qui va au-delà même du sport, mais aussi l'école en matière de formation des encadrants et de modèles, finalement. On a parlé beaucoup de role model, mais effectivement, de voir des professeurs sportifs féminins, je pense que Khadija, tu le mentionnais également, et de se dire, tiens, bah, peut-être j'ai pas envie d'être sportif de haut niveau, mais je peux être prof de sport plus tard, je peux... Ça aide également pour les jeunes filles à se projeter et, je dirais, à développer toutes leurs compétences. Je terminerai là-dessus parce que je pense qu'il y aura encore énormément à dire. Je pense que, comme je le disais, peut-être, je sais que nous avons d'autres réflexions sur d'autres dimensions de la problématique en cours. Pour celle-ci, j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être toutes et tous ensemble creuser à intégrer, comme je le disais, université, centre de recherche, parce que là, je pense qu'on peut ensemble avancer éventuellement et approfondir, avoir une ou deux études supplémentaires sur cette région-ci en Afrique. Et d'un autre côté, les sponsors et le secteur privé également, pour tout ce qui est les programmes, finalement, les programmes au niveau communautaire. Comme je le disais, nous avons le privilège, j'allais dire, parce que ce n'est pas encore très, très courant, de travailler avec la Fondation Ecobank qui met aussi en œuvre une ligne sport pour le développement, donc de plus en plus d'acteurs y viennent. Et c'est vrai que des initiatives qu'on a eues avec la Fondation Ecobank, à ce jour, on voit vraiment l'intérêt dans tous les pays de la région. Donc ça aussi, je nous invite, je dirais, à tendre la main et à travailler davantage à cette réflexion pour qu'on puisse effectivement mettre en œuvre des programmes concrets sur le terrain. Avec ceci, je voudrais remercier toutes et toutes. Je remercie également ma collègue Sarah, qui a été effectivement, j'allais dire plus que le bras, le cerveau derrière le séminaire avec Bruno et d'autres. Et je vous donne rendez-vous pour, je dirais, d'autres éditions et d'autres réflexions conjointes. Je voudrais aussi effectivement nous encourager toutes et tous à continuer notre plaidoyer, mais je sais que nous le faisons dans nos différents espaces, et de prendre le pied d'événements tels que le mondial de foot féminin,
bien sûr, mais tels que les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar ou d'autres qu'on a cités aujourd'hui, pour pouvoir mettre la valeur du sport loisir professionnel féminin pour le développement, pour les droits humains des femmes et des filles à l'agenda, tant du secteur privé que du secteur public. Je vous remercie toutes et tous et vous donne rendez-vous à d'autres Merci. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Veluma. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.